Bonjour. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la manière dont la table ronde va se dérouler, va être organisée. On va essayer de fonctionner un petit peu. Pour ceux et celles qui étaient déjà là tout à l'heure pour la première table ronde, donc vous le savez, c'est pas un scoop, hein, mais bon, c'est la vertu de la réitération. Donc, on va essayer de fonctionner un petit peu comme une émission de radio, c'est-à-dire que la parole va être distribuée par nos trois intervenantes en fonction des questions que je leur ai posées. Alors, tout d'abord, sur la thématique, je voudrais donc peut-être insister sur 3 petits points. C'est des points qui ne seront pas normalement donc abordés pour pas phagocyter, si je puis dire, ce qui va être indiqué tout à l'heure, mais ça peut être intéressant dans les rappels. Alors, le 1er point consiste à faire un détour sur la fin du 19e siècle. Vous avez un auteur que vous connaissez, c'est Engels, et Engels a écrit donc un ouvrage qui reste encore une référence, c'est «L'origine de la famille». Et à ce moment-là, dans le livre, qui est tout à fait donc novateur à cette époque-là, il y a des affirmations donc très fermes qui sont annoncées, notamment, je le cite pour pas le surinterpréter, la femme se rebelle contre la domination de l'homme. Donc voilà, donc là, les choses sont posées donc à la fin du 19e siècle en disant, évidemment, donc il n'y a pas un partage équitable à l'intérieur des ménages et des familles. Et puis donc, si on poursuit sur ces perceptions de cette famille, on l'oublie trop souvent. Vous savez peut-être que la Troisième République finissante, en 1939, a mis sur pied donc un code de la famille qui ne sera pas appliqué, mais qui sera récupéré par le régime de Vichy. Et voici ce qui il est noté dans ce code de la famille. Protéger la famille française par les mesures les plus diverses, aide matérielle aux chefs de famille, prêt aux jeunes ménages, protection de la race, lutte contre l'avortement, l'alcoolisme, les outrages aux bonnes mœurs, les stupéfiants. Alors, si je vous dis évidemment donc que tout ça, c'est pour planter donc un petit peu le décor et montrer le contexte dans lequel peuvent s'exercer un certain nombre de conflits, de tensions et de violences. Deuxième petit point, c'est aussi pour signaler que l'histoire de la famille, qui semble relativement bien connue, ça va pas de soi, puisque la dernière grande synthèse sur l'histoire de la famille en 2 volumes date de 1986. Et à ce moment-là, elle était préfacée, cette vaste vision panoramique, par 2 personnalités. Bon, Georges Duby, qui est rentré dans la collection La Pléiade, et puis Claude Lévi-Strauss, qui a également fait son entrée dans la collection de La Pléiade. Alors, ce dernier, donc évidemment, ethnologue, professeur au Collège de France, écrivait que finalement, alors je le cite aussi pour pas surinterpréter, il n'existe pas forcément une évolution de l'institution familiale, mais plutôt une suite de choix parmi les possibles. Voilà, donc le cadre, le décor était d'emblée fixé. Et puis, vous avez un autre anthropologue que vous avez peut-être déjà rencontré, donc Maurice Godelier, qui avait notamment une formule qui disait que la famille n'a jamais fait société. Alors, on peut changer le terme aussi, mais pour lui, finalement, une famille, l'essentiel, c'est d'abord occuper un espace. Ah, ça peut être une maisonnée, ça peut être un appartement, ça peut être une maison plus vaste. Et puis aussi, c'est une question de culture. Et ces 2 éléments donc déterminent la famille et puis évidemment les violences qui peuvent s'exercer après à l'intérieur. Et puis troisième donc petit point, vous avez un autre auteur que vous connaissez sans doute de nom en tout cas, c'est François de Singly. Alors moi je suis historien, il est sociologue, mais vous voyez, on n'est pas forcément, donc on peut faire des références à d'autres disciplines. Et pour François de Singly, donc finalement la famille telle qu'on peut la connaître maintenant, donc avec tout ce qui peut très bien fonctionner, mais aussi tous les désagréments, les dysfonctionnements, a connu finalement donc deux moments pour lui historiquement depuis 1945. Premier temps, c'est en gros 1945, 1960, 70. À ce moment-là, dans la famille, le plus important, c'est finalement essayer de resserrer donc les liens, vivre ensemble, donc vivre dans la famille. Et puis à partir des années 60-70, toujours selon lui, il y a une transformation à ce moment-là des visées et des objectifs des uns ou des autres dans la famille. Qu'est-ce que c'est que dans une famille? C'est finalement donc vivre pour soi ensemble. Et donc à ce moment-là, donc chaque individu trouve son compte dans la famille sans forcément donc vouloir se sacrifier, si je peux dire, pour le groupe familial. Voilà donc pour François de Singly. Donc il est évident que si on examine ou si on étudie donc les violences à l'intérieur de la cellule familiale à une époque ou à une autre époque, évidemment on ne peut pas le traiter de la même manière et de la même façon. Alors maintenant je vous présente donc mes invités. Alors tout d'abord Anne-Claude Ambrazandu, qui est historienne, qui est à côté de moi, donc plus à ma gauche, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines,
Elle est aussi membre de comités de rédaction, notamment de la revue Le Temps des médias, et ses recherches en cours portent sur l'histoire des discours, qu'ils soient médicaux, juridiques ou encore médiatiques, sur les abus sexuels sur les enfants, à la fois sur le 19e et sur le 20e siècle, du tabou à la transgression. Elle a notamment donc publié une histoire, un livre magnifique, une histoire, enfin, magnifique, le sujet ne l'est pas, mais le livre est magnifique, c'est une histoire de la pédophilie 19e, 20e siècle, ou encore un ouvrage plus ancien, Petit récit des désordres ordinaires, les faits divers dans la presse française, des débuts de la Troisième République à la Grande Guerre, et puis tout récemment, donc en collaboration, donc en 2019, donc là elle a changé un petit peu donc de terrain d'orientation, mais des fois quand on travaille quand même sur des sujets comme les violences familiales, les violences conjugales ou l'inceste, on a besoin d'un temps de respiration, même si c'est pas toujours évidemment une histoire de la joie, c'est donc une histoire des conflits environnementaux, lutte locale, enjeu global. Bien, ensuite, un petit peu plus à ma gauche, et donc à la gauche d'Anne-Claude Ambroise-Rendu, donc Laurence Le Turmy, qui est professeure de droit privé et sciences criminelles. Elle est aussi co-responsable d'un master de criminologie et de victimologie. Alors, il faut savoir qu'en France, il y en a très peu, et il y en a un donc à Poitiers. Alors, je vous le dis des fois que vous ayez comme ça des regrets, etc., pour des inscriptions futures, donc n'hésitez pas, pour la prochaine rentrée, ça peut être possible. Alors, ces travaux donc s'attachent en particulier aux modalités et aux enjeux de la politique criminelle et de la répression pénale. Elle a publié des travaux sur l'intime conviction, sur la dangerosité dans l'évolution du droit pénal français, mais aussi en collaboration, donc un ouvrage qui a été réédité régulièrement, Droit pénal général des grands principes, l'infraction, l'auteur, les peines. Et plus récemment, elle s'est demandé s'il fallait créer une infraction de féminicide dans le code pénal. Donc là, on n'est pas toujours d'accord sur ce sujet-là, mais peu importe. Hein, voilà. Ensuite, elle s'est également donc orientée sur des questions donc relatives aux droits du mineur et au développement de l'enfant. Et notamment, elle co-dirige actuellement un projet de recherche assez volumineux sur réprimer et soigner, une étude empirique de l'articulation santé-justice pénale. Alors, à la gauche, donc, de Laurence Le Turmy maintenant, donc Alexia Delbreuil, alors qui est à la fois donc psychiatre et médecin légiste, et c'est pas si fréquent de réunir, si je peux dire, ces deux casquettes ou ces deux compétences. Elle est également donc experte près de la cour d'appel de Poitiers, et son expérience et ses travaux portent plus particulièrement sur les violences conjugales, mais c'est pas forcément exclusive. Et si on veut être plus précis, sur les homicides conjugaux. Alors sa thèse d'exercice, hein, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler, puisque chaque discipline a des appellations donc particulières qui datent de 2011, était intitulée Profil de l'auteur et facteurs prédictifs de passage à l'acte à partir de 42 dossiers jugés par les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Poitiers. Et puis, il y a quelque temps, peut-être que vous l'aviez remarqué ou constaté, mais on y a encore accès par Internet, le Monde, le supplément du Monde Week-end, lui avait consacré donc en novembre 2017 plusieurs pages, et dans un ouvrage collectif qui s'intitule Le corps en lambeaux, elle avait publié avec la collaboration de Jean-Louis Senon L'homicide conjugal, question de prévention, point d'interrogation. Alors on lui doit aussi dans la revue notamment Perspective psychologique une contribution sur les caractéristiques du fonctionnement psychique des auteurs de violences conjugales, l'abandon en question. Voilà, donc là, évidemment, je ne fais pas un CV des trois intervenantes. Maintenant, nous allons passer tout de suite peut-être à la première grande question. Alors, cette première grande question, c'est tout simplement peut-être d'essayer de se demander quelle est la documentation sur laquelle vous travaillez. Alors, évidemment, donc, chacune, en fonction de son domaine, a des réponses et puis des ressources différentes. Et on va commencer par l'histoire. Merci. Oui, alors pour la documentation, en ce qui concerne l'histoire, c'est assez simple. En même temps, c'est compliqué. L'idée étant de rentrer dans l'intérieur des familles. Hein. J'ai utilisé 3 types de sources. Les premières qui me semblaient évidentes, mais qui sont peut-être pas forcément évidentes pour tout le monde, sont les sources judiciaires, c'est-à-dire les séries statistiques qui sont éditées par le ministère de la Justice et qui présentent l'intérêt
intérêt d'exister depuis le début du 19e siècle. Donc, comme ça, on a des séries continues qui permettent de voir l'évolution des chiffres, des statistiques de la criminalité, j'y reviendrai. Et puis aussi, pour le 19e siècle, des rapports adressés par les présidents des cours d'assises aux gardes des Sceaux, qui donc font le rapport des activités de la cour d'assises pendant chaque session, les arrêts rendus par ces cours d'assises, et puis surtout les dossiers de procédure. Alors, des cours d'assises, puisque c'est quand même l'institution solennelle qui incarne la justice particulièrement au XIXe siècle, et c'est aussi par les cours d'assises que passe la criminalité sexuelle perpétrée contre les enfants pendant tout le XIXe siècle. Et une partie de cette criminalité au XXe siècle, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a des phénomènes de correctionnalisation. Évidemment, ce que je saisis ce faisant, c'est la criminalité apparente des prévenus et des accusés, et je la confronte à la criminalité légale, c'est-à-dire les condamnés. Je ne saisis en rien, évidemment, la criminalité réelle. J'ai voulu confronter ces sources-là à d'autres types de sources, c'est-à-dire un ensemble de discours produits par les médecins aliénistes, les psychiatres, puis les psychologues et les psychanalystes, donc tout au long des 19e et 20e siècles, parce qu'il m'a semblé qu'évidemment ce regard-là porté sur la criminalité sexuelle, pardon, j'ai oublié de préciser que j'ai étudié ce sujet de 1810, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du Code pénal, jusqu'à 2010. Pourquoi 2010 ? Parce qu'il faut bien s'arrêter un moment, sinon on est sans cesse rattrapé évidemment par l'actualité, et que ça faisait un beau corpus, une belle durée de 200 ans. Donc, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de saisir l'évolution des regards, des discours, des appréciations portées sur cette criminalité sexuelle, qu'elle soit intrafamiliale ou pas. Et donc, dernier élément pour saisir ces regards-là et saisir ces appréciations, c'était évidemment les médias. En parlent-ils ? À partir de quand ? De quelle façon ? Et en quoi est-ce que ça pèse sur l'ensemble du discours social, et en quoi est-ce que l'intervention ou non des médias change la pratique, et notamment la pratique judiciaire et pénale, la réponse pénale apportée à ces crimes. Évidemment, ce faisant, ce que je saisis, c'est un ensemble de discours normatifs, des discours sur le licite et l'illicite, sur la norme, sur la transgression et les transgresseurs. C'est aussi d'ailleurs des discours sur les sentiments, parce que quand il est question de violence intrafamiliale, il est évidemment question de sensibilité, de sentiments, d'émotions. C'est pas parce qu'il y a de l'inceste qu'il n'y a pas de sentiments, bien au contraire. C'est plus généralement un discours donc sur la sexualité, sur la sexualité pas telle qu'elle est pratiquée, mais telle qu'elle est acceptée ou non. Et il faut garder présent à l'esprit, et c'est ce que j'ai essayé de faire, que, évidemment, au XIXe siècle, et encore une fois pendant une très large partie du XXe siècle, parce que notre sensibilité à la question des violences intrafamiliales est quand même assez récente. On a vu lors de la séance précédente que, finalement, par la caricature, etc., c'est quand même quelque chose qui, avant tout, faisait rire, même s'il s'agissait de dénoncer. C'est un sujet d'amusement, les violences intrafamiliales, pendant longtemps. Et que donc on a commencé à considérer qu'il y avait là quelque chose de choquant et à s'en émouvoir véritablement, finalement que assez tardivement. Et bien sûr, c'est un discours, l'ensemble de ce corpus produit aussi un discours sur la famille, sur l'enfant. Il révèle une évolution du regard porté sur l'enfant, sur l'enfance, qui devient progressivement un être à protéger, et sur l'enfant malheureux en particulier. Bon, je m'arrête là. Merci. Donc, après l'histoire, nous allons glisser vers le droit. Merci. Très, très près du micro. Voilà, d'accord, merci. Bonjour à tous. Alors, la documentation pour le juriste, elle est très proche finalement de ce que vous venez d'expliquer pour l'histoire. Le juriste, il s'intéresse aussi au discours normatif, c'est-à-dire plus précisément à la loi, sauf que au lieu de s'intéresser au discours normatif du passé,
on est plutôt sur, alors on s'inspire du passé, mais on est plutôt sur une analyse du discours de la loi aujourd'hui, avec dans l'idée d'essayer de décrypter ce que nous dit le législateur, peut-être de critiquer parfois, et puis aussi éventuellement d'essayer de l'inspirer pour des évolutions qui peuvent nous paraître souhaitables. Donc pour le juriste qui travaille sur le droit contemporain, notre outil premier, c'est évidemment la loi, hein, les textes pour en comprendre le sens. C'est leur application par les juges, puisque les juges viennent interpréter les textes. Et c'est ce qui explique que le juriste est souvent perçu comme le petit rat de laboratoire, de bibliothèque, c'est-à-dire celui qui s'enferme dans des bouquins et qui ne voit pas le jour, parce qu'on est d'abord sur de la recherche dite théorique ou fondamentale, hein, l'étude des écrits. Ce qui me paraît quand même très net comme évolution et qui n'est pas si récente que ça, c'est que le juriste s'intéresse aussi, et on rejoint encore les historiens là-dessus, s'intéresse aussi beaucoup maintenant à ce qu'on appelle la recherche pratique ou la recherche empirique, c'est-à-dire mener des études de terrain en allant rencontrer les professionnels de la justice. Alors on pense aux magistrats, on pense aux avocats, on pense aux experts, on pense à tous les collaborateurs de la justice, mais aussi évidemment, il ne faut pas les oublier, les justiciables, et donc en l'occurrence bien les victimes, hein, de violences, pour faire une recherche qui soit complémentaire à l'étude de la loi, essayer de voir comment, hein, cette loi-là, qui est très théorique, eh bien, se retranscrit en pratique. Alors à propos de ces recherches empiriques, si ça vous intéresse, il y en a une qui a été publiée très récemment, puisque c'est une étude publiée le mois dernier, qui s'intitule « Violence conjugale, protection des victimes, usage et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures de protection des victimes de violences au sein du couple ». Alors je pourrais vous en donner la référence si vous voulez, hein, on la trouve très facilement sur Internet. Et donc, ça permet d'illustrer ce qu'est la recherche de terrain en droit. Ce sont donc des collègues de l'Est de la France qui ont mené une recherche statistique. Donc, ils ont travaillé sur 2380 jugements rendus par les tribunaux de grande instance sur l'année 2016. Et à cette recherche statistique, ils ont ajouté un volet ethnologique, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'accent plus précisément sur 3 juridictions. Et dans ces 3 juridictions, ils sont allés voir les audiences, hein, voir comment ça se passe. Ils ont rencontré les magistrats, ils ont rencontré donc les justiciables, ils ont consulté les dossiers, et pas simplement les décisions finales qui sont rendues, mais les dossiers avec toutes les enquêtes sociales, les expertises psychiatriques, les expertises psychologiques. Et à partir de tout cet outil, ils ont ainsi élaboré, alors je vais dire profil, mais il faut évidemment le mettre entre guillemets, hein, le profil des victimes pour lesquelles les juges mettent en place et décident de cette mesure de protection particulière dont on parlera certainement tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. Donc, recherche théorique, mais aussi pratique. Alors, personnellement, moi, sur ce sujet des violences familiales, je n'ai pas fait du tout de recherche de terrain. J'en ai fait sur d'autres sujets, mais pas sur celui-là. Et donc, pour être tout à fait honnête scientifiquement, hein, c'est important, quand je reprendrai la parole sur les autres questions, c'est de la loi, des prévisions de la loi aujourd'hui dont je vous parlerai, et pas de mes recherches de terrain, puisque je n'en ai pas. Merci. Alors nous allons glisser maintenant vers la médecine légale, mais la question à ce moment-là doit être formulée peut-être un petit peu autrement, puisque pour les 2 premières interventions, c'était sur quelle était votre documentation. Donc là, évidemment, c'est plutôt comment vous recueillez vos informations, voilà, comment vous obtenez les renseignements, par quel biais et de quelle manière. Oui. Bonjour à tous. Moi, je vais peut-être plutôt parler effectivement de support de travail, hein, pour essayer de généraliser un petit peu les choses, puisque la médecine légale, c'est une activité un peu particulière qui est à la frontière entre la santé et la justice.
Donc on est des médecins, mais on travaille au quotidien pour la justice, donc on a une activité qui est un peu particulière. Pour ma part, j'ai une activité qui est clinique, c'est-à-dire du quotidien, où on va travailler à l'hôpital, et une activité universitaire et de recherche. De ce fait, j'ai plusieurs supports de travail dans le quotidien, mais ça va être la personne vivante lorsqu'on la reçoit en consultation à l'unité médico-judiciaire. Donc ce sont les personnes qui sont victimes d'une agression ou d'un accident. Donc les victimes de violences intrafamiliales passent à l'unité médico-judiciaire. Et ça peut être aussi les victimes qui sont décédées, puisqu'on a la moitié de notre activité qui est consacrée à une activité sur le cadavre. Et à côté de ça, je vais avoir une activité de recherche qui va être basée, elle, sur des dossiers judiciaires. Donc c'est essentiellement des dossiers de procès d'assises dans le cadre des homicides conjugaux auxquels j'ai accès et que j'étudie régulièrement pour intégrer à mon étude de l'analyse des profils des auteurs et des victimes dans le cadre de l'homicide conjugal. Du coup, on réalise des études en médecine légale, mais on réalise des études essentiellement statistiques, à la fois de terrain et à la fois sur de la documentation. Je vous ai dit au départ, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire que quand on travaille, on a à la fois les données qui vont être fournies par la victime, lorsqu'elle est vivante, mais on a aussi l'ensemble des données judiciaires que les magistrats veulent bien apporter à notre connaissance, qui vont venir s'intégrer à l'intérieur de notre dossier et à l'intérieur de nos études, pour apporter des informations supplémentaires et notamment dans les suites de dossiers, c'est-à-dire, à quoi a pu servir notre certificat? Est-ce que nos conseils ou nos avis ont pu être suivis? Quelle est la condamnation qui a pu suivre? Quelle est la décision en fait du magistrat et est-ce qu'il y a eu condamnation? Voilà, donc on a différentes manières de travailler et il y a un dernier axe qui est disponible au sein de notre service. Au sein des victimes vivantes, en fait, on dispose d'un espace d'audition des mineurs qui était appelé avant les cellules Mélanie, qui sont des cellules qui sont utilisées par les policiers et par les gendarmes pour venir auditionner les mineurs. Donc c'est un contexte un petit peu à part, les mineurs essentiellement victimes d'agressions sexuelles. Donc ils passent dans notre service pour ensuite avoir une prise en charge globale et qui peuvent être amenés à être rencontrés par un médecin légiste également. Donc voilà, beaucoup de supports de travail. Merci. Alors maintenant, on va poursuivre notre exploration. Donc, dans un deuxième temps, on va se demander est-ce qu'il existe des formes de violence plus spécifiques? Puisque quand on parle de violence, c'est un terme un petit peu générique, global, mais finalement, donc, on a toujours de manière un petit peu instinctive une idée des représentations mentales de ce que c'est que la violence, mais concrètement, comment ça se décline, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on peut, si je veux dire, esquisser une typologie? Voilà, donc, quelles sont les spécificités, donc, un petit peu de ces formes de violence? Et donc, l'honneur d'abord à l'histoire et puis à Anne-Claude. Alors la commande était quand même que je parle de l'inceste, donc je ne vais pas faire le panorama des violences intrafamiliales. Voilà, c'est une forme spécifique. La difficulté à propos de l'inceste en matière de qualification en termes de violence, c'est que d'une part, ça n'est pas un terme qui a été inscrit jusqu'à très récemment dans le code pénal. Dans l'ancien code pénal, celui qui a été en vigueur jusqu'en 1994, le terme d'inceste n'existait pas. Et dans le nouveau code pénal, il n'est entré qu'en 2015, après une première entrée puis une sortie assez rapide. Donc, on voit bien qu'il y a eu comme une difficulté à inscrire cette violence-là dans le code qui me semble devoir être interrogé. Cet innommé du code semble nous dire qu'il y avait autour de l'inceste comme un tabou. Alors, on peut considérer que c'est un tabou constitutif des sociétés, mais que le tabou, il était double. C'est la chose à ne pas faire et c'est en même temps la chose dont il ne faut pas parler. En considérant que, au fond, ça n'existe pas. Alors, c'est peut-être aller un peu vite en besogne que de dire ça, parce que en réalité, le code avait quand même prévu de sanctionner l'inceste, sans le nommer, sous la forme d'attentat à la pudeur, sans violence ou avec violence, commis par un ascendant ou personne ayant autorité. Donc, l'inceste était bien sanctionné.
et de manière assez précise et définie à partir de 1863. Mais voilà, on ne le trouve pas nommé. La littérature s'en empare, hein. Je n'ai pas le temps, mais on pourrait évoquer plusieurs romans consacrés à l'inceste, alors souvent à l'inceste accompagné de parricide, parce que c'est le parricide, c'est l'assassinat du père qui révèle l'inceste commis. Des romans publiés à la fin du 19e siècle dans un relatif silence critique, hein. Bon, on voit bien que ça fait partie des choses dont on ne parle pas et dont il ne faut pas parler. Et la pratique judiciaire elle-même témoigne d'une approche double et contradictoire à l'égard de l'inceste, soit en considérant l'inceste comme le pire des crimes, mais un crime, donc c'est bien un crime, mais commis par deux complices. Il n'y a pas un bourreau et une victime, il y a deux complices. Alors, le plus souvent, les affaires de justice en matière d'inceste sont des affaires qui mettent en jeu un père et sa fille, hein. L'idée qui domine dans les dossiers de procédure, dans les rapports d'expertise médicale et dans la manière dont la presse raconte, très peu, hein, mais évoque en tout cas ces questions, c'est qu'il y a complicité, que la fille était consentante, voire même qu'elle a été séductrice ou provocante. Et puis, il y a une deuxième approche qui consiste à dénoncer très violemment. L'inceste est l'objet d'une réprobation très, très importante, très puissante, très profonde, mais c'est une réprobation purement morale. Et on voit bien que donc c'est la violence morale, l'abus d'autorité exercé par le père sur sa fille, qui est ici dénoncé, pas tellement en tant qu'abus d'autorité, parce que à la fin du 19e siècle et pendant une large partie du 20e siècle, bon, jusqu'aux années 70, l'abus d'autorité ou le patriarcat n'est quand même pas très fréquemment dénoncé, mais c'est bien parce que en ayant un rapport incestueux avec sa fille, le père porte atteinte à la morale qui doit régner sur la famille et prend le risque d'initier sa fille à la débauche. Et c'est le mot qui est souvent utilisé. Alors, en matière de poursuite, évidemment, moi j'ai trouvé on trouve assez peu de cas. C'est d'abord difficile parce qu'il faut repérer l'inceste dans les poursuites pour attentat à la pudeur avec ou sans violence. Évidemment, ce à quoi j'ai eu accès, c'est pour ça que je ne vous donne pas de chiffres, hein, c'est à la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on voit bien que la dénonciation de l'inceste, jusqu'à très récemment, et encore aujourd'hui on le sait, est une des choses les plus difficiles qui soient. Un président de cour d'assises parlait de l'inceste comme d'un crime que l'on rougit de nommer. Voilà, il avait tout dit, hein, ne le nommons pas. Par ailleurs, même lorsqu'il est dénoncé et lorsqu'il est poursuivi, la condamnation est un autre problème, c'est-à-dire qu'on voit bien des arrêts de cour d'assises disant oui, il y a bien eu effectivement un attentat à la pudeur, mais la réponse à la question posée par le président des assises qui consiste à demander au jury est-ce que ce crime a été commis par le père sur sa fille, la réponse est souvent non. Alors même que les faits sont constants, pour parler comme les gens de justice, hein. Donc il y a, jusqu'à encore une fois, très récemment, hein, une volonté des jurys de déqualifier en quelque sorte, voire de disqualifier le crime d'inceste. Merci. Alors on va glisser maintenant à une autre forme plus spécifique de violence contre les enfants de manière donc plus générale. Et donc là on glisse aussi donc de l'histoire et on retrouve le droit. Alors, quand on parle de violence familiale aujourd'hui, dans le droit positif, en fait, l'expression n'existe pas dans la loi, hein. Ça, c'est une expression du langage courant. Et donc, derrière ce terme-là, la loi vise plusieurs types de violences. On pense, alors dans la loi, on trouve évidemment les violences que je vais dire stricto sensu, c'est-à-dire les violences physiques lorsque des coups ont été portés. Bon, ça, c'est une première forme. Il y a aussi les violences psychologiques qui peuvent prendre par exemple la forme de menaces qui ont été exercées sur les personnes. Et puis il y a, troisième catégorie de violences, les violences sexuelles. Mais là encore, la loi ne parle pas
de violence sexuelle. Ce n'est pas une expression légale. L'expression légale juste, c'est le terme d'agression sexuelle. On agresse, et dans les agressions sexuelles, il y a évidemment le viol, mais également tous les autres comportements sexuels, alors des caresses, des baisers, des attouchements, qui constituent des agressions, au sens donc d'une idée de violence, dès lors que ces comportements-là ont été imposés à la victime, qu'ils ont donc été pratiqués sans qu'elle n'y consente. Alors ces agressions sexuelles, elles peuvent effectivement, pour poursuivre ce qui vient d'être dit, elles peuvent effectivement être qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles ont été commises au sein de la famille, ce qui a posé la question pour le législateur de définir ce que veut dire le mot famille en droit pénal. Et en droit pénal, ce n'est pas forcément la même chose qu'en droit civil. Alors les violences sexuelles incestueuses ou les agressions sexuelles incestueuses, ce sont donc des comportements à caractère sexuel qui ont été commis par un ascendant, par le frère ou la sœur, par le neveu ou la nièce, par l'oncle ou la tante. C'est ça la définition de la famille en droit pénal, ou encore par le conjoint, concubin ou partenaire de toutes les personnes que je viens de vous citer. Et les violences, alors ça ne s'applique qu'aux violences sexuelles, il y a les violences psychologiques incestueuses, ça n'existe pas, les violences physiques incestueuses, ça n'existe pas, simplement les violences sexuelles incestueuses, en sachant que ce qualificatif d'incestueux n'est là que pour marquer le fait que ça a été fait au sein de la famille, mais ça n'entraîne pas une aggravation particulière de la répression. L'auteur d'une violence sexuelle incestueuse n'est pas nécessairement plus sévèrement condamné que si l'infraction n'était pas dite incestueuse. Dans ces violences sexuelles encore, un petit mot peut-être sur la question du viol entre époux, parce que pendant longtemps, cette qualification-là n'existait pas, ou plus exactement, le viol entre époux n'était pas admis par les juges. Une femme qui prétendait avoir été violée par son mari ne pouvait pas obtenir gain de cause par les juges, parce que, et ça c'était pas la loi, mais c'était bien les magistrats avaient déduit des droits et devoirs issus du mariage une présomption de consentement des époux aux actes sexuels. Et donc, évidemment, le consentement au rapport sexuel était perçu, en droit pénal en tout cas, comme une conséquence normale du mariage. Et ça a été vrai jusqu'en 1992. Vous voyez que c'est quand même assez récent, où les juges ont un peu changé leur façon de voir les choses, en admettant que cette présomption de consentement au rapport sexuel était une simple présomption, ou une présomption simple plus exactement, c'est-à-dire une présomption dont on pouvait rapporter la preuve contraire en démontrant qu'il y avait eu usage de violence. Et cette évolution-là a été consacrée enfin par le législateur en 2006, de sorte que dorénavant, effectivement, le viol entre époux peut être reconnu et peut être puni. Un dernier petit mot sur particularité lorsque la victime est un mineur. Eh bien, les violences physiques, les violences psychologiques, les agressions sexuelles, ces violences sexuelles peuvent évidemment viser un mineur. Pour le mineur, j'ajouterais volontiers 2 autres types de violences, mais en mettant le terme de violence peut-être un peu entre guillemets, parce que le droit pénal définit une autre catégorie d'infractions lorsque la victime est un mineur, c'est ce qu'on appelle les atteintes sexuelles. Alors, les atteintes sexuelles, ce sont des comportements à caractère sexuel qui sont, là encore, des attouchements, des baisers, des caresses, voire une pénétration sexuelle du corps, mais ici commis avec le consentement du mineur.
C'est plus une atteinte à sa liberté sexuelle, c'est pas une agression, c'est une atteinte. Et le législateur réprime ces comportements, bien que le mineur soit consentant ou a priori consentant, parce que le législateur pense, et sans doute à juste titre, que ces comportements sexuels-là, entre un majeur et un mineur de 15 ans, ne sont pas acceptables. Au nom de la protection de la minorité, un majeur ne peut pas avoir ce type d'acte avec un mineur. Et puis, j'ajouterais à propos des mineurs, on pourrait penser à d'autres formes de violence, mais alors là, ce que j'appellerais peut-être des violences par abstention. La violence, a priori, ça suppose un acte positif, on porte des coups, on menace. Bon. Des violences par abstention, c'est-à-dire qu'on a dans le code pénal, dans la loi pénale, des textes qui répriment, par exemple, le fait de ne pas faire ce que l'on doit attendre normalement d'un bon père de famille, pour reprendre une expression de l'histoire, ou d'une, entre guillemets, bonne mère de famille. Alors, un bon père de famille, une bonne mère de famille, c'est un parent qui apporte les soins nécessaires à son enfant, la privation de soins, la privation de soins au sens la privation d'aliments, par exemple, le fait de ne pas satisfaire à ses obligations légales en tant que parent au point de compromettre la santé ou la sécurité de l'enfant, ça fait partie aussi des dispositions légales, des infractions pénales. Alors, on n'est pas sur de la violence en tant que telle, mais au sens très large du terme de violence familiale, on pourrait faire rentrer évidemment ces défauts de soins et d'aliments dans cette notion de violence familiale. Merci. Donc, nous allons passer maintenant des mineurs aux adultes avec les violences conjugales et la médecine légale. Alors, concernant les violences conjugales, on reçoit en fait des victimes pour toute forme de violence conjugale. On a souvent en tête ces violences physiques qui laissent des traces et qui ont besoin d'être constatées, pour lesquelles on va faire un certificat, mais ça va bien plus loin que ça en fait. On constate les 4 formes de violences conjugales qu'on décrit de manière habituelle, donc les violences physiques, les violences psychologiques, verbales, les violences sexuelles, et ce qu'on appelle les violences économiques, c'est-à-dire quand une personne va être privée de ses moyens de paiement, par exemple, on lui supprime ses papiers d'identité, ses affaires personnelles, et puis on peut aller un peu plus loin avec les personnes qui vont être privées de leur liberté ou privées de s'habiller de manière comme elles le souhaitent. Finalement, toute forme de privation de liberté au sein de ce couple va constituer une forme de violence. On est pour chaque victime réquisitionné par la justice, c'est-à-dire qu'on reçoit une demande du procureur de la République lorsqu'une victime a porté plainte ou lorsque le procureur lui-même a eu connaissance d'une situation de violence conjugale dont il s'est saisi, et ça veut dire qu'il décide de poursuivre et de mener une enquête par rapport à cette situation de violence conjugale. Lorsqu'il nous le demande, donc on reçoit cette victime et on va aller constater à la fois le retentissement physique sur la victime, c'est-à-dire les conséquences de l'agression sur un plan physique si elle a reçu des coups, et en même temps, pendant cet examen, on va aller constater son retentissement psychologique et on va aller recueillir sa parole sur les autres formes de violence qu'elle pourrait déclarer. Et c'est l'ensemble de ces constatations, son retentissement physique et son état psychologique, qui vont être mentionnés sur le certificat, qui va ensuite être envoyé au procureur de la République. Les violences conjugales, ça, dans les chiffres, ça constitue... on reçoit 42% de femmes majeures parmi nos victimes. Et la violence conjugale, les femmes victimes de violences conjugales représentent 40% de ces 42% de victimes. Donc en 2019, par exemple, depuis le début de l'année, ça recensait 187 victimes que nous avons reçues dans le cadre des violences conjugales. Dans notre autre activité, non, juste pour finir sur les victimes vivantes,
On parle beaucoup des femmes parce qu'elles sont majoritaires dans le cadre des violences conjugales, hein, c'est 80 à 85% de victimes féminines, mais on reçoit également les hommes et les enfants qui peuvent être ou victimes ou témoins dans le cadre de ces situations de violences conjugales. Ça nous arrive très fréquemment, et c'était encore le cas cette semaine, de recevoir la famille entière, sans l'auteur bien sûr, mais de recevoir la famille entière pour voir quelles sont les conséquences sur chaque membre de la famille de la situation de violence conjugale et pas seulement sur celle qui a pu recevoir des coups. Dans notre activité thanatologique, donc sur le cadavre, là aussi, on va recevoir malheureusement des victimes de violences conjugales. Ce sont les victimes qu'on appelle actuellement les victimes de féminicide, entre guillemets. Et ça représente, alors nous, on travaille sur un territoire régional, sur 4 départements. Ça représente entre 5 et 10 victimes par an, à peu près, ça dépend. D'homicide conjugal ou d'homicide-suicide, parce que parfois, on peut être amené à autopsier à la fois l'auteur et la victime lorsque l'auteur s'est suicidé. Donc là, on arrive dans le cadre ultime, en fait, où il y a peut-être de la violence conjugale qui a été jusqu'à une violence extrême pour atteindre l'homicide, mais pas que. On a aussi beaucoup de cas pour lesquels on a un homicide conjugal qui va être plus impulsif, plus difficile à prévenir, à envisager, dans un cadre où il peut y avoir peut-être de la violence psychologique sous forme d'emprise, mais beaucoup plus insidieuse et qui n'est pas forcément remarquée, ni par la victime, ni par l'entourage. Mais d'autres types de situations et d'autres types de facteurs de risque qu'il va falloir aller rechercher pour pouvoir essayer de travailler par la suite sur ces homicides. Merci. Donc nous allons passer maintenant au 3e volet. On va se demander s'il existe non pas vraiment des facteurs, mais des circonstances du passage à l'acte. Parce que cette notion de passage à l'acte, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il n'y a pas eu énormément de travaux donc, universitaires ou parfois donc, réservés plutôt à la psychologie, mais sans forcément donner lieu à des publications. Alors, on peut le traiter dans le cadre des violences conjugales, mais au-delà, c'est une question donc aussi majeure qui mériterait d'être prise à bras-le-corps. Et donc, évidemment, pour ce passage à l'acte, la question dans l'intimité familiale, c'est quand même de se demander si c'est plutôt un passage qui est plutôt spontané, c'est-à-dire sans signe éventuellement annonciateur, ou au contraire, si c'est pas plutôt quelque chose qui a été longuement mûri, voire prémédité. Alors évidemment, on peut traiter ça de manière donc un petit peu différente, mais c'est bien cette notion de passage à l'acte qui est extrêmement complexe, parce qu'on peut tenir compte de circonstances singulières, et on peut sans doute pas généraliser, parce que à chaque fois, peut-être, c'est des cas un petit peu uniques, voilà, qu'il faut donc examiner et étudier. Oui, la question du passage à l'acte, elle pose problème à l'historien parce que c'est une appellation effectivement très contemporaine, très récente, comme d'ailleurs la notion d'abus ou la notion d'emprise. Hein. C'est pas du tout des notions qui circulent pendant l'essentiel du XXe siècle. Et plutôt que donc d'aborder la question du passage à l'acte, je contournerais la difficulté en disant, au fond, l'inceste, c'est une affaire de famille. Et donc, il faut interroger la famille, non pas avec les lunettes du psychologue ou psychiatre, hein, mais en suivant Foucault, comme la famille comme un dispositif, et peut-être un dispositif de pouvoir, d'autorité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les histoires d'inceste sont des histoires longues. Dans les archives que j'ai étudiées, ça va de 4 ans à un peu plus de 10 ans. Donc des relations incestueuses qui ont duré, et on le sait, enfin je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, hein, qui durent pendant des années. Et deuxième élément, ce sont des histoires qui se répètent. Et la dénonciation de l'inceste vient d'ailleurs souvent du fait que l'aîné se résout à dénoncer son père parce qu'elle voit que ses petites sœurs, plus rarement ses petits frères, risquent d'en être victimes à leur tour. Et donc cette difficulté de la dénonciation me semble en dire long sur ce dispositif de pouvoir dispositif de pouvoir évidemment fondé sur un rapport à la sexualité. On est toujours là très proche de Foucault et de ses analyses. Alors,
au XIXe siècle, les auteurs d'inceste, lorsqu'ils sont interrogés, se défendent souvent, non pas en évoquant une pulsion, parce que c'est un vocabulaire qui n'est pas en usage, hein, mais en évoquant la commodité. Parce qu'ils n'avaient plus de femmes à disposition, parce que la leur les avait quittés, ou parce qu'elle était malade, ou parce qu'elle se refusait à leur caresse. Et donc, je dis ça pour le 19e siècle, mais j'ai retrouvé encore des tas de témoignages qui vont dans ce sens pour le 20e siècle. Voilà, je m'en suis pris à ma fille par commodité, et puis après tout, ça ne sort pas de la famille. Et ça correspond d'ailleurs à une représentation assez prégnante qui est celle qui consiste à voir dans le père incestueux une espèce de violeur d'opportunité. Un hypergénital qui, débordé par ses passions sexuelles et n'ayant pas de quoi les assouvir, va s'en prendre à ce qu'il a sous la main, ce qui est facile, ce qu'il a sous son toit, et qui est un enfant donc qu'il n'a même pas besoin de menacer pour obtenir ses faveurs. Mais vous voyez qu'on retrouve la notion d'emprise, par exemple, aujourd'hui, mais qui n'est pas utilisée. Et puis, il y a quand même une autre dimension de l'inceste, c'est qu'on trouve aussi dans les témoignages des pères qui évoquent la passion amoureuse qu'ils éprouvent pour leur enfant. Et c'est pas si rare. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus troublant que j'ai trouvé aussi plusieurs fois des lettres de petites filles dont le père est condamné, le père ou le beau-père, et qui écrivent au procureur de la République en lui disant « Monsieur le procureur, vous seriez bien gentil de libérer mon papa, parce que depuis qu'il est en prison, on est bien malheureuse à la maison. Alors on sent la pression de la mère qui fait des reproches, etc. Mais on est aussi bien malheureuse parce qu'il était le pourvoyeur de la matérialité, de la survie à la maison, et qu'une fois qu'il est enfermé, évidemment, la vie devient très difficile. Ce qu'Alexis Danan, dans les années 30, lorsqu'il s'était déjà intéressé à ces affaires d'inceste, avait évoqué. Puis dernière chose, il y a aussi évidemment plusieurs dizaines de cas d'inceste qui s'accompagnent de violences extrêmes. Et donc là, on retrouve le schéma des enfants martyrs, en quelque sorte, question qui est évoquée dans la presse dès la fin du 19e siècle, en dissimulant parfois un peu à mots couverts, comme ça, une réalité incestueuse sous le cas des enfants battus. Merci, donc on suit le même cheminement que tout à l'heure et on glisse de l'histoire vers le droit. Alors la question, c'est existe-t-il des circonstances particulières, des facteurs qui permettraient de comprendre le passage à l'acte? Alors là, dès lors qu'on parle de circonstances particulières, de facteurs particuliers, ça ne peut pas être la loi qui détermine cela. Les facteurs particuliers, et on pourrait penser effectivement, en compréhension d'un passage à l'acte de violence intrafamiliale, à des problématiques personnelles, à des questions environnementales, peut-être, pourquoi pas, des facteurs professionnels. Tout ça, c'est de l'ordre de l'œuvre du juge. C'est au juge de prendre en compte ces éléments factuels qui peuvent peut-être expliquer le passage à l'acte, qui peuvent peut-être en atténuer le caractère incompréhensible, et autant d'éléments donc que le juge va pouvoir prendre en compte, va même devoir prendre en compte dans l'objectif, dit-on, d'individualiser la peine. Bon. Mais ces facteurs-là, ces éléments-là, ces circonstances particulières-là, elles ne peuvent évidemment pas être définies par la loi, parce que la loi, c'est une règle générale, impersonnelle, et donc qu'il appartient au juge de concrétiser dans une affaire donnée par rapport à une situation particulière. Donc, j'ai envie de dire, des circonstances particulières qui permettraient d'expliquer le passage à l'acte dans la loi, évidemment que non. En revanche, ce que l'on trouve dans la loi, ce sont bien l'indication de circonstances particulières, mais qui sont dites aggravantes, des circonstances particulières qui entourent ou qui caractérisent le passage à l'acte et qui vont avoir pour conséquence d'alourdir la répression, c'est-à-dire des éléments que le législateur considère comme étant des causes d'aggravation de la peine. Alors, dans ces circonstances aggravantes, on peut les classer, c'est un peu schématique forcément, mais peu important, en trois grands groupes.
Il y a d'abord des circonstances qui vont aggraver la répression en raison de la qualité de l'auteur. Et à ce titre-là, deux éléments principaux. Bien sûr, la qualité de conjoint, hein, ou de concubin ou de partenaire de la victime de violence. La qualité de conjoint et de concubin, comme circonstance aggravante, c'est 1994 avec l'entrée du... Alors, on ne dit plus du nouveau code pénal, parce que 1994, c'est quand même un peu... les historiens disent encore nouveau code pénal, nous non. Mais c'est un référent quand même intéressant. Et c'est en 2016 qu'on a ajouté à cette liste conjoint-concubin, pour évidemment tenir compte de l'évolution, le partenaire, dans le cadre d'un PACS, mais également en 2006, pas 2016, 2006, on rajoute le partenaire, et on rajoute aussi l'ex-conjoint, l'ex-concubin, l'ex-partenaire. Donc, conjoint, concubin, partenaire, et puis, évidemment, aussi au titre des circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur des faits, l'ascendant, le fait que l'auteur soit un ascendant, que ce soit, peu importe, un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Il n'y a plus de distinguo, évidemment, je dirais volontiers, aujourd'hui. Circonstances aggravantes qui tiennent compte aussi de la personne de la victime. Et à ce titre-là, on aggrave la répression parce que la victime est un mineur de 15 ans. Entendez, un mineur de moins de 15 ans. Ou parce que la victime est une personne d'une particulière vulnérabilité. Vulnérabilité qui peut être due à l'âge. Alors du coup, il faut comprendre le grand âge, puisque sinon, si c'est le petit âge, c'est le mineur de 15 ans. La maladie, l'infirmité, la déficience physique ou mentale, l'état de grossesse, ou encore, et ça c'est très nouveau et ça fait écho à ce que Alexia vous disait tout à l'heure, la vulnérabilité qui résulte de la précarité de la situation économique ou sociale. Ça, c'est rentré dans la loi, la toute dernière loi votée, c'est-à-dire la loi du 3 août 2018. Et puis, troisième catégorie de circonstances aggravantes, ce sont celles qui sont relatives aux circonstances de commission de la violence, le fait d'utiliser une arme, le fait que l'auteur soit en état d'ébriété. Alors, on exige plus que l'état d'ébriété, la loi parle de l'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants. Également, et ça fait aussi écho à ce que Alexia vous a dit tout à l'heure quand elle rencontre la femme victime ou la famille, vous a-t-elle dit, eh bien, désormais, et aussi depuis la loi du 3 mars 2018, le fait que l'enfant, qu'un mineur assiste aux violences familiales, et notamment aux violences commises peut-être sur sa mère, est une circonstance aggravante. Encore et à nouveau depuis la loi de 2018, le fait que l'auteur ait administré à la victime une substance qui soit de nature, alors lui avoir administré une substance à son insu, évidemment, qui soit de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Là, ça fait référence, peut-être vous en avez entendu parler dans les médias, à la drogue du violeur. Eh bien, ça aussi, c'est une circonstance atténuante. Donc voilà, donc parler de circonstances aggravantes, oui. Quel beau lapsus. Donc tout ça pour vous dire, c'est que j'étais déjà dans ma dernière phrase de conclusion. Il n'y a pas dans la loi de circonstances particulières qui viendraient expliquer le passage à l'acte parce que ça induit l'idée d'une certaine clémence. Le législateur, quand il fait état de circonstances particulières, c'est plutôt pour aggraver la répression. Merci. Donc, on glisse maintenant de nouveau avec le domaine de la médecine légale. Et là, évidemment, donc j'imagine que là, les circonstances et l'étude des cas particuliers sont assez nombreux. Oui, en effet. Et pour parler du passage à l'acte, je vais prendre cette fois ma casquette de psychiatre, puisque c'est plus notre domaine de venir analyser le passage à l'acte en lui-même pour aller plus loin que les circonstances seules du crime qui va être commis.
Dans ces formes de violence qu'on va rencontrer, surtout des violences conjugales, hein, puisque c'est de ça dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, chez les hommes en particulier, donc là je vais faire le distinguo parce que c'est vraiment la majorité des auteurs, cet agir violent, il vient souvent pour venir masquer quelque part un mal-être qui va être ancien et souvent un manque de confiance en soi. Pendant très longtemps, on a pensé que l'agir violent, c'était au contraire une grande estime de soi, une grande maîtrise, qu'il fallait, que c'était un moyen, c'est un moyen de dominer, hein, mais que c'était le moyen de montrer qu'on était le plus fort. C'est finalement un moyen, on le voit dans les études, de montrer, de cacher ses faiblesses. Parce que ces auteurs, ils ont énormément de carences, de failles dans leur construction narcissique, et donc beaucoup de faiblesses. C'est pour eux, la violence, une manière de venir montrer, malgré leurs faiblesses et leur propre mésestime, qu'ils ont la maîtrise de la situation et qu'ils ont la maîtrise de la partenaire conjugale. Ça montre une prédominance et c'est ça qui vient instaurer cette situation de déséquilibre qu'il va y avoir dans le couple avec le dominant et le dominé. Ça montre chez ces auteurs de grosses difficultés de verbalisation. La verbalisation des émotions est quelque chose qui n'existe pas chez eux, qui fait partie de l'inacceptable. Ils n'ont probablement pas été éduqués de cette manière-là. Et quand on grandit, notamment dans la violence, on finit par réagir de cette manière-là. Et c'est une manière de pouvoir exprimer sa colère, sa tristesse, et finalement toujours de la même manière, peu importe les circonstances. Les circonstances, finalement, pour venir justifier de cet agir violent, elles vont être multiples. Dans les violences conjugales, ça peut partir d'actes complètement anodins, de la table est mal mise, finalement les lasagnes ne sont pas bonnes, ou tu as mis 5 minutes de plus pour repasser ma chemise que ce qui t'était autorisé. Tu as mis une jupe trop courte, et vous pouvez imaginer comme ça tout un tas de justifications et de circonstances qui peuvent venir justifier dans l'esprit de l'auteur la nécessité d'un passage à l'acte et d'un agir violent. Tout ça montre que finalement, derrière, les facteurs de risque, c'est quoi? C'est qu'il va falloir qu'on puisse travailler sur la dépression chez les hommes, le mal-être, essayer d'amener vers des prises en charge médicales la plupart des hommes qui vont être extrêmement réticents à ça. Ça va être des prises en charge en lien avec l'alcoolisme chronique. On n'en a pas encore parlé, mais l'alcoolisme chronique lié très souvent à l'isolement social, à la précarité sociale, constitue dans le clan, dans un huis clos conjugal, en fait. Plus on va être dans la précarité, moins on va travailler, moins on va être à l'extérieur. Et quand c'est en plus les deux partenaires qui sont dans cette situation-là, ils se retrouvent dans un huis clos conjugal avec finalement peu de liens sociaux, peu de regards extérieurs. Et ça va venir, en plus avec l'alcoolisme, favoriser des passages à l'acte violents. Donc ça, c'est une circonstance, mais aussi un facteur de risque sur lequel il est possible de pouvoir travailler. Les antécédents de violence sont également, bien sûr, même si toutes les personnes qui ont subi de la violence ne vont pas devenir des auteurs de violence, mais on constate quand même chez les auteurs actuels, la plupart du temps, des traumatismes dans l'enfance et des antécédents de violence ou subis ou en tant que témoins qui viennent construire leur représentation de vie et leur représentation aussi de genre dans la violence. Et pour finir, par rapport aux actes les plus graves et donc à l'homicide conjugal, il va y avoir l'ensemble de ces circonstances dont on a parlé là, et il y a la situation de la séparation conjugale, qui est la grosse circonstance qui va venir motiver un passage à l'acte criminel chez les hommes. C'est plus de 70% des passages à l'acte avec le décès de la victime qui vont être justifiés par ou
une idée de séparation ou une séparation qui va être abordée dans le couple, éventuellement, une séparation qui va être effective, ou un acte qui va être posé par la future victime et qui va être ressenti, vécu comme pouvant être dangereux et venant finalement exprimer la possibilité d'une séparation qui va s'avérer définitive et qui est totalement intolérable. Ça va être par exemple le fait de prendre rendez-vous, je ne sais pas moi, au service HLM pour demander un nouveau logement. Ça va être le fait de prendre rendez-vous avec un avocat pour essayer de travailler sur un futur divorce, etc. La moindre petite chose qui va venir justifier dans l'esprit de l'auteur, lui faire comprendre qu'en fait il n'y a pas de retour arrière dans cette situation-là, est un risque de passage à l'acte criminel. On considère que dans ces situations de séparation, le risque est le plus important dans les 3 à 6 mois qui suivent la séparation ou l'idée de cette séparation. C'est vraiment là, à ce moment-là qu'il y a le plus gros risque de passage à l'acte criminel, où c'est dangereux pour la victime, parce que finalement, on estime qu'au-delà des 6 mois, et puis on voit quasiment pas de passage à l'acte au-delà des 6 mois, c'est probablement parce que ça a été un laps de temps nécessaire à l'auteur pour, même si au départ il y avait des sentiments de colère, d'impuissance, des sentiments de vengeance, des envies de vengeance ou de la tristesse, au-delà des 6 mois, ce sont des sentiments qui ont probablement pu être travaillés, mentalisé de manière à pouvoir passer au-delà de la pulsion criminelle qui va souvent se faire, je le disais tout à l'heure, de manière impulsive. Donc on a finalement différentes catégories et circonstances qui vont pouvoir justifier un passage à l'acte, différents motifs et différents facteurs sur lesquels on va pouvoir essayer de travailler pour anticiper et prévenir les passages à l'acte violents dans le cadre de la violence conjugale et de l'homicide conjugal. J'insiste sur les deux parce que la prévention de l'un n'est pas la prévention de l'autre. Actuellement en France, si on n'arrive pas à faire baisser les chiffres d'homicide conjugal et de féminicide, on vous les annonce quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, si vous suivez un peu, on est actuellement à 129 femmes décédées depuis le début de l'année. On ne peut pas faire baisser ces chiffres parce qu'actuellement on essaye uniquement de travailler sur la violence conjugale, alors que l'homicide conjugal, ce n'est pas que la violence conjugale. Ces situations de séparation dont je viens de vous parler ne sont pas obligatoirement liées à des situations de violence conjugale. Donc en fait, on a un biais dans nos mesures de protection, dans notre approche du féminicide. J'aime pas trop ce mot, mais bon, comme il est employé par tout le monde, on va en parler. Mais finalement, on se trompe dans l'approche qu'on a, contrairement à d'autres pays, au Canada, à l'Espagne, tout ça, qui a travaillé de manière différente et qui aborde le risque d'homicide conjugal comme un vrai risque à part entière, avec ses propres facteurs de risque et ses propres circonstances qui peuvent y conduire. Merci. Alors nous allons glisser maintenant vers le quatrième et dernier volet, et puis après ça, donc, nous aurons du temps pour échanger. Ce quatrième volet concerne plus particulièrement donc, la place dévolue aux victimes, avec peut-être deux éléments qu'on peut prendre en considération. C'est qu'à la fin du 19e siècle, si on suit par exemple les déclarations d'un président de cour d'assises qui avait laissé des mémoires, dans cet ouvrage-là, il disait que finalement, les victimes n'ont aucune importance. Et finalement, il suffit parfois d'un hasard que l'auteur ou la victime soient des personnalités totalement interchangeables. Et puis, au cours de l'entre-deux-guerres, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, vous avez un autre magistrat qui a terminé sa carrière comme président de chambre à la Cour de cassation, donc ce qui n'est pas rien, et qui dit que effectivement, donc souvent les victimes sont assez embêtantes dans le cadre d'un procès parce que bon, voilà, ça fait durer donc la machine judiciaire et que bon, finalement, on pourrait peut-être s'en passer, mais en tout cas, il ne faut pas forcément donc pour celles qui ont échappé ou aux familles des victimes leur donner la parole. Et donc finalement, la place des victimes, comme personnalité, soit individuelle, soit collective, c'est quelque chose qui est assez récent à l'échelle de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on glisse tout de suite du côté de la discipline historique. Et c'est ce que j'allais dire exactement. Non, c'est qu'effectivement,
au XIXe siècle et largement au XXe siècle, on voit bien qu'il n'y a pas de place pour les victimes dans le dispositif judiciaire, ou très peu de place. Là, aussi bien la justice n'est-elle pas rendue au nom des victimes, mais au nom de la puissance publique, hein, et elle vise à établir ou à rétablir l'ordre et la sécurité publique, et pas à compenser les dommages subis par les victimes. Donc, c'est une première chose. Donc, effectivement, ni les opérations de justice, ni d'ailleurs la médecine légale, ni les médecins amenés à venir se prononcer sur la crédibilité du témoignage de la victime dans les cas d'inceste, hein, ne se préoccupent de la psychologie des victimes et des souffrances endurées par les victimes, et encore moins d'ailleurs des conséquences à long terme, puisqu'aujourd'hui on sait ça très bien, hein, que le viol incestueux se conjugue au futur, ses conséquences se conjuguent au futur. Ça n'est absolument pas le regard que portent les professionnels du 19e siècle et du 20e siècle. Et ça n'est que très tardivement qu'on voit poindre dans les rapports des médecins experts quelques considérations sur les conséquences que le viol incestueux aura peut-être sur l'avenir de la jeune fille, sur sa sexualité à venir, etc. Et encore, sont des conséquences qui sont encore une fois évoquées sous l'ordre de est-ce que finalement ça lui permettra d'assurer la place qui est la sienne, c'est-à-dire de future mère de famille, garante de l'ordre familial et social. Hein. Quant aux blessures profondes, la première mention que j'ai trouvée dans une expertise sur le traumatisme subi par la victime date de 1960. Et encore, est-ce un moment où d'autres médecins continuent d'évoquer, et ça sera la deuxième chose que je veux dire, hein, continuent d'évoquer des habitudes perverses des petites filles violées par leur père, leur beau-père, etc. Hein, et donc continuent à mettre en branle cette idée que finalement la victime, celle que nous appelons aujourd'hui la victime, est complice. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Donc coupable d'avoir provoqué, séduit le père, etc. Et donc on voit que la question de la victime s'insère finalement dans un schéma de relations père-fille et après 1970 de relations familiales plus larges, sans qu'on porte une attention particulière et spécifique à la victime avant très récemment. Et j'ajouterais, je finis là, qu'il n'est pas certain que l'entrée en lice du freudisme ait changé les choses pendant assez longtemps. Mais je réserve ça pour les questions. Je pense que jusqu'aux années 1970, ça a plutôt confirmé cette idée qu'il y a une complicité. Donc on continue, alors non pas à marche forcée, mais donc pour terminer donc, autour des victimes, puisque finalement, j'avais pas fait attention, mais l'heure glisse aussi, et si on va avoir un temps d'échange, voilà, on essaye d'être bref si c'est possible. Alors, bref, d'accord. Alors aujourd'hui, la place de la victime, je vais la qualifier d'importante, voire de très importante, quasiment essentielle, en tout cas pour le législateur. Pourquoi une place aux victimes dite importante ou essentielle ? Eh bien d'abord parce que dans le processus judiciaire, la victime se voit reconnaître de plus en plus de droits procéduraux. Alors, deux, trois exemples pour que je me fasse comprendre. C'est le droit de se constituer partie civile, donc d'être partie au procès pour être indemnisé. C'est le droit de pouvoir donner l'adresse d'un tiers pour que sa propre adresse puisse rester inconnue de l'auteur. C'est le droit d'être aidé par une association d'aide aux victimes. C'est le droit, peut-être si la femme ne parle pas suffisamment bien le français, d'avoir un interprète. C'est le droit aussi d'être informée sur les mesures de protection dont elle peut bénéficier, etc., etc. Donc ça, c'est des droits qui se sont construits petit à petit et qui sont très importants parce que ça laisse entendre que la victime a une place au procès pénal et une vraie place au procès pénal, alors que le procès pénal, c'est un procès qui s'est joué pendant très longtemps entre l'auteur et le représentant de l'État, c'est-à-dire le parquet, le procureur de la République, hein, grosso modo. Le procès pénal, il n'est pas là, a priori, pour indemniser la victime, c'est pas
pas son rôle, ça c'est le procès civil, et il n'empêche que dans le procès pénal, la victime a une place de plus en plus importante. Place de plus en plus importante aussi parce que le législateur a multiplié les mesures qui peuvent être prises au profit de la victime dans l'objectif de la protéger, et cela sans attendre la condamnation de l'auteur qui peut arriver plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits. Et donc, on voit bien qu'il faut protéger cette victime-là. Alors, 2 mesures, et je m'arrêterai là. Longtemps, quand il y avait des violences au sein du couple, c'était à la victime qu'on demandait de quitter les lieux. Aujourd'hui, il y a une mesure d'éviction du domicile de l'auteur. C'est récent, ça date de 2005, mais ça a le mérite d'exister. Le problème, c'est que cette mesure d'éviction, qui est une mesure pénale, eh bien, elle ne peut pas être prise immédiatement après que la justice soit informée des violences. Parce que la victime va porter plainte, mais il va y avoir un temps d'enquête. Et la justice pénale, pour la justice pénale, le temps de l'enquête, c'est le temps des investigations. Il faut faire la part des choses entre ce que dit l'un et ce que dit l'autre, et que l'enquête, ce n'est pas déjà le temps des décisions. Et donc, cette mesure d'éviction, eh bien, elle peut ne pouvoir être prise que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc, il y a un temps risqué, là, pour la victime, de sorte qu'il y a une autre mesure, mais qui, du coup, est une mesure civile, qui peut être prononcée en urgence par un juge civil, et c'est la mesure que l'on appelle la mesure ordonnance de protection, que le juge va pouvoir prononcer lorsqu'il existe, je cite la loi, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission de faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime. Vous voyez, là, on se contente, mais on pourra y revenir si ça vous intéresse, de raisons de violence considérées comme vraisemblables, donc pour lesquelles on a quelques petits éléments indicateurs, mais pas encore la preuve effective. Et je vais m'arrêter là. Donc, on termine avec Alexia. Je fais vite. Je vais commencer par un point un peu à part, du coup, que les réflexions précédentes m'ont évoqué. C'est que dans l'étude des dossiers d'assises, dans le cadre des homicides conjugaux, lorsque la victime est décédée, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, elle a très peu de place à l'intérieur du procès. Si elle est vivante, elle va se constituer partie civile, elle va éventuellement venir témoigner à la barre. Lorsqu'elle est décédée, eh bien, en fait, on a énormément de données manquantes, voire parfois, on ne connaît presque rien de son parcours de vie. On connaît tout de l'auteur qui est présent, mais par contre, la victime, si elle a peu d'entourage, etc., ben, en fait, on connaît quasiment rien et elle est un peu absente de certains procès. Lorsque la victime est décédée, j'ai trouvé ça très dommage. Alors c'est très limitant pour les études, mais c'est très dommage pour la victime le jour du procès. Sinon, après, au quotidien, effectivement, nous, on travaille pour... Enfin, pas pour la victime, mais on travaille autour de la victime. Ça, c'est vraiment notre quotidien, que ça soit en tant que médecin légiste ou en tant que psychiatre. Notre travail tourne autour de la réception de la victime, la réception de la parole de la victime, le constat que l'on va faire sur la victime pour la justice, puis ensuite l'orientation de la victime vers une prise en charge, et notamment une prise en charge psychologique. Je vais me permettre un petit mot sur justement les améliorations très récentes qu'il y a pu y avoir sur la prise en charge des victimes. À Poitiers, en septembre, a ouvert le centre de psychotraumatologie Nord-Aquitaine. Il y a eu 2 ouvertures sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu Bordeaux et il y a Poitiers. Donc il y a maintenant un centre qui est dédié dans la prise en charge du psychotraumatisme de tout type de victimes, victimes de traumas anciens, de traumas récents, de traumas uniques, de traumas complexes, peu importe. Il y a un centre dédié avec des professionnels qui sont formés à ce type de prise en charge avec des thérapies spécifiques. Et donc, c'est, je pense, une des améliorations
qui a été permise par le fait qu'on parle de plus en plus des victimes, que le gouvernement est de plus en plus sensibilisé au statut de la victime et à sa prise en charge, et surtout aux conséquences qu'ont ces différents psychotraumatismes sur finalement sur la suite et le parcours de la victime, qui c'est un vrai problème de santé publique, hein, puisque ces victimes, si elles ne sont pas prises en charge, vont développer tout un tas de maladies annexes, ou en tout cas de problématiques de santé qui vont nécessiter un autre coût, une autre prise en charge, etc. Donc c'est le fait qu'on parle des victimes de plus en plus ces dernières années est positif et permet des améliorations, même si elles ne sont pas toujours suffisantes. Merci. Donc, merci donc aux 3 intervenantes. Alors, il y a beaucoup de pistes qui ont été proposées, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été ouvertes. Le temps maintenant est celui des questions, des contributions, des interventions. Donc, les micros circulent et la parole est à celui ou à celle qui la demande. Voilà, donc déjà là, une demande ici. Et... Avec le micro à cause de l'acoustique. Parce que sinon... Bonjour, merci. Le centre pour ces victimes, il est ouvert dans quelle structure? Laborie ou ailleurs? C'est sur Laborie. Il dépend de Laborie, mais il est intersectoriel, c'est-à-dire que c'est une prise en charge, peu importe le lieu d'habitation. Tout le monde peut être pris en charge au centre de psychotraumatisme. Et on s'adresse à Laborie alors? S'adresse à Laborie. D'accord, merci. Il y a donc questions, interrogations, compléments? Oui, voilà, il y a ici. Bonjour. C'est une question que je vais poser à Alexia Delbrey, parce que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt l'article qu'il y avait eu dans le supplément du Monde il y a donc 2 ans, et j'avais été très étonnée d'apprendre que, en fait, il y avait peu de signes prémonitoires, enfin de signes que souvent les choses, c'était un passage à l'acte sans signe d'alerte, quoi, dans la plupart des victimes, dans la plupart des cas que vous citiez. Et puis récemment, j'ai relu une étude également qui était citée dans Le Monde concernant une étude qui a été faite à Aix-en-Provence. Je pense que vous en avez entendu parler. Et cette étude, d'après ce que j'en ai compris, tend à prouver le contraire, qu'il y avait des signes prémonitoires qui n'avaient pas été pris en charge, etc. Alors bon, l'étude d'Aix, d'après le reportage, porte sur 29 victimes, donc on peut dire que c'est un petit effectif, mais donc voilà, il y a peut-être des explications à cette différence en termes de méthodologie ou de... Voilà, j'étais un peu surprise par cette différence. En vrai, c'est pas une différence, en fait. On en revient au même constat. C'est un passage à l'acte qui est impulsif, mais par contre, il faut apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. C'est que les gens ne les voient pas, mais il y en a, effectivement, et c'est sur cela qu'on va aller travailler. Pour en citer un qui est fréquent dans 50% des passages à l'acte, c'est par exemple les menaces suicidaires. Les menaces suicidaires de l'auteur sont un facteur, on va dire, un facteur de risque qui existe, qui est très peu pris en compte par l'entourage, même par la victime elle-même, parce que on se centre sur la personne qui évoque les menaces suicidaires. Parfois même, j'ai vu certains auteurs qui m'expliquent, qui me disent tout mon entourage s'est mis à m'envoyer des messages, à être autour de moi, etc. Tout le monde se préoccupe de moi. Mais par contre, personne ne se préoccupe de la personne qui est en face. Or, ce que je dis souvent, c'est qu'on est face à des personnalités qui sont particulières. Hein, tout le monde ne passe pas à l'acte. Mais c'est souvent plus facile pour ces personnes-là de passer à l'acte sur autrui que sur soi-même. Tout simplement parce que qui est à l'origine du mal-être, de la colère, des différents sentiments qu'il peut ressentir, c'est l'autre. C'est celui qu'on a en face de nous. Quand je dis que ce passage à l'acte, il est impulsif, c'est-à-dire qu'il n'est pas prémédité. Les gens sont accusés et condamnés pour la plupart des infractions en tant que meurtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préméditation du passage à l'acte, il n'a pas été préparé, il n'a pas été... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cheminement criminel ou de fantasme, de pulsion criminelle, ça veut dire que matériellement, il n'a pas été préparé en tant que tel, on n'a pas acheté l'arme avant pour se dire « je vais aller tuer ma femme », etc. Ça, c'est la plupart des crimes. Donc ce ne sont pas des assassinats. Ce qui fait que c'est impulsif, c'est dans les facteurs, en fait, je différencie le facteur
qui va être, comment dire, on a un facteur déclenchant. Quand j'étudie le facteur déclenchant, c'est celui qui va être présent dans les semaines et les mois qui précèdent. Donc là, on va être sur les idées de la séparation conjugale, la violence conjugale physique, des choses qui vont faire le lit finalement du passage à l'acte criminel futur. Et ensuite vient ce que j'appelle le facteur précipitant. Ce facteur précipitant, c'est lui qui va venir provoquer le passage à l'acte de manière impulsive et qui fait qu'il est difficilement prévisible à ce moment-là, spécifiquement à ce moment-là. Parce que ce facteur précipitant, il tient à pas grand-chose. C'est au moment du face-à-face, du conflit, d'un moment de domination. C'est souvent un moment de frustration, d'intolérance à quelque chose, à un propos qui va être vécu comme humiliant, comme dévalorisant. Pour donner un exemple, c'est par exemple un des cas, l'auteur demande à la victime ce qui se rencontre parce qu'il veut rediscuter une énième fois de la séparation, etc. Elle lui donne rendez-vous sur son lieu de travail. C'est une dame qui garde une personne âgée. On est au début de la nuit. La personne âgée est en train de dormir. Donc elle lui dit tu peux te rendre à mon domicile de travail et on va pouvoir discuter. Ils boivent un verre, ils discutent. Et puis à la fin, elle lui dit tu iras laver ton verre. Sauf que c'est probablement quelque chose que pendant 20 ans, elle n'a jamais dit. Parce qu'elle était dans une situation d'emprise et de soumission. Au moment où on décide de se séparer, c'est souvent le moment où la femme décide aussi d'avoir un comportement qui va être différent, c'est-à-dire de s'affirmer, de venir dire que non, je ne suis plus soumise et j'affirme mes choix, mes décisions, etc. Il n'y a pas eu de reprise de la vie conjugale ce soir-là, puisque madame a affirmé son désir de séparation, et en plus, elle l'a obligée à finalement ne pas se soumettre ce jour-là. Il a été laver son verre, et puis il est repassé derrière elle. Elle était assise comme ça dans un fauteuil, et il l'a strangulée au lien par derrière. C'est ce passage à l'acte-là qui est difficilement prévisible. De se dire à quel moment va arriver finalement ce facteur précipitant dans la situation conjugale qui va faire qu'à ce moment-là, la tension interne, le mal-être ne va plus être tolérable, et qu'il va y avoir le passage à l'acte criminel. La pulsion se transforme en agir à ce moment-là. C'est ça qui est compliqué. Par contre, il y a plein de petits signes avant qui vont nous faire dire qu'on est dans une situation conjugale qui est à risque d'homicide. Et ensuite, tout le travail, c'est d'apprendre à venir repérer ce risque d'homicide et d'apprendre à évaluer son degré. C'est ce que font d'autres pays, et notamment les Canadiens, les Américains, qui travaillent sur des échelles et qui graduent le risque. On a un risque immédiat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une situation de protection pour la victime urgente parce qu'on a un risque très important de passage à l'acte criminel et on coche différents facteurs. Ou alors on a un risque modéré, et on peut se permettre d'attendre, de sensibiliser, etc., de protéger un peu. Ou on a un risque qui est moindre, on a une situation qui va nous apparaître préoccupante. Il faut qu'on suive la personne de manière plus rapprochée et qu'on fasse attention. Mais par contre, on n'a pas besoin de protéger tout de suite ou de mettre en œuvre différentes mesures éventuellement pénales. Donc c'est toute la différence. C'est qu'actuellement, le travail réalisé par Le Monde est un travail sur lequel on a réfléchi à venir mettre en évidence, éventuellement, on va voir qu'est-ce qui ressort de cette étude qui se déroule depuis 1 an, sur tous les crimes commis en 2018, quelles peuvent être les failles judiciaires ou les failles de différents intervenants autour de la victime quand il y en a eu, parce qu'il n'y a pas toujours eu des intervenants autour. Mais c'est d'essayer de mettre en évidence si la victime elle a déjà été portée plainte avant, est-ce que ça a été plutôt une main courante et pas une plainte, si elle a déjà alerté son entourage, si elle a alerté d'autres personnes, essayer de mettre en évidence toutes ces failles et qu'est-ce qu'on aurait pu faire finalement pour pouvoir éviter ce passage à l'acte. Merci. Alors, il nous reste juste le temps pour une toute petite question et une réponse aussi très, très courte, mais c'est encore possible. La question est petite, mais le sujet est vaste. Je m'adresse à la juriste. Est-ce qu'on a une idée du poids de la société civile sur l'évolution
de la pensée et des décisions du législateur? Une réponse très courte. C'est très net. Enfin, alors, je ne vais pas pouvoir vous le quantifier, mais je vais prendre juste un exemple pour une réponse très courte. La dernière loi du 3 août 2018, là, qui a d'abord été motivée par la volonté du législateur de prévoir une présomption de non-discernement des mineurs à tout rapport sexuel. Et pourquoi le législateur avait-il envisagé cette présomption? Alors, ça n'a pas été voté comme tel, hein, c'était pas juridiquement acceptable de faire ça, pas juridiquement possible, pardon. Mais pourquoi le législateur était-il parti sur cette piste de poser une présomption de non-consentement du mineur à l'acte sexuel? Parce qu'il y avait eu deux affaires, hein, très, très retentissantes, qui concernaient dans les deux affaires un mineur de 10 ans. Dans une affaire des rapports sexuels des rapports sexuels complets, à pénétration. Et dans ces affaires-là, juridiquement, ça aurait dû être qualifié d'agression sexuelle. Et le juge, ou plus exactement même le procureur, avait transformé ça en atteinte sexuelle. C'est beaucoup moins grave dans la loi, hein, la peine est nettement moindre, en considérant qu'à 11 ans, on était en capacité de pouvoir consentir à un rapport sexuel. Donc, il y avait consentement, donc ce n'était pas une agression, c'était une atteinte. Et puis, dans l'autre affaire, où là, c'était des attouchements, des baisers, il n'y avait pas eu de pénétration, mais n'empêche que le parquet avait... Non, le juge d'instruction avait considéré qu'il y avait consentement, et donc ça s'était soldé par un non-lieu. Et ça a été deux affaires donc très qui ont eu un impact, l'impact social est énorme, d'où le projet de loi et d'où la loi. Voilà. Donc je vais vous donner juste cet exemple, mais c'est manifeste, hein. Et l'inscription dans cette loi de 2018 des violences sexistes et pas seulement sexuelles, c'est MeToo, c'est tout ça, hein, voilà. Donc c'est évident. Ouais. Alors, merci. Alors, juste encore une petite précision qui sera la dernière. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, effectivement, de lois votées sous la pression de l'opinion, enfin, même si c'est très difficile d'évaluer ça. Mais il y a aussi plein d'exemples de l'autonomie de la sphère judiciaire à l'égard de cette pression de l'opinion, puisque ce qui vient d'être évoqué, c'est que ce nouveau code pénal est en fait, du point de vue des sanctions portées contre les violences sexuelles, beaucoup moins sévères que l'ancien code pénal, qui partait du principe qu'il ne saurait y avoir de consentement pour un mineur. Et donc, tous les attentats contre les mineurs étaient considérés comme des crimes et étaient traités comme tels. Un mineur ne saurait consentir. Donc, il y a eu un retour en arrière de ce point de vue-là, intéressant, ce qui n'était pas du tout conforme à ce que pense l'opinion d'une manière générale et ce qu'elle pense en tout cas depuis un moment. Merci. Donc, nous allons nous arrêter là. Donc, merci aux trois intervenantes. Alors, je me permets aussi de préciser ou de rappeler qu'il y a une signature de livres avec Lydie Boudiou pour Une femme sur trois, et puis avec normalement Laurent Bill, un ouvrage collectif sur les veuves.